Un grand merci à vous, Ariel, et aussi un grand merci à votre initiative, l'initiative pour la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en Afrique. J'ai suivi un peu vos activités, vous faites un très très bon travail et je pense que l'intitulé de notre conférence aujourd'hui est extrêmement important dans le sens où c'est un sujet qui reste toujours d'actualité lorsqu'on parle de paix et de sécurité en Afrique. Il est vrai que les questions de paix et de sécurité sont des questions qui relèvent du monde entier, sont des questions universelles et transversales, mais nous sommes en train aujourd'hui de parler du droit communautaire africain, point d'interrogation. Est-ce qu'il existe justement un droit communautaire africain et surtout, quelles sont les réponses de l'Afrique par rapport aux questions de paix et de sécurité? Merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et j'espère au fur et à mesure, le nombre va encore s'agrandir. En tout cas, vous m'avez dit que vous allez enregistrer tout ce webinaire et ça sera, on va témoigner pour l'histoire par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Il y aura une plage horaire pour les discussions et donc je vais attaquer directement le contenu de cette conférence. Vous l'avez bien dit, aujourd'hui nous allons discuter des conflits en Afrique et donc je vais mettre au niveau de l'introduction un point de mire pour expliquer c'est quoi les conflits en Afrique et surtout pour comprendre un peu le contexte des conflits au niveau de l'Afrique et voir les réponses universelles, notamment la Charte des Nations Unies en matière de paix et de sécurité. Par la suite, on va dans une première grande partie qui sera la plus intéressante à mon égard parce que nous allons justement cerner le côté théorique. Quelles sont les réponses du droit communautaire africain en matière de paix et de sécurité, en matière de conflit. Et nous allons certainement mettre en exergue les notions de base qui relèvent du règlement pacifique des différends, mais il y a plusieurs autres textes connexes qui parlent justement de la résolution des conflits en Afrique. La deuxième grande partie, à mon égard, est aussi extrêmement importante, dans le sens où l'on va passer du théorique vers la pratique, vers l'institutionnel. Et vous allez être très étonnés et surpris par le foisonnement extraordinaire et la multitude des institutions qui répondent présentes lorsqu'il s'agit de paix et de sécurité en Afrique. Et on va mettre un accent particulier sur le Conseil de paix et de sécurité. Malheureusement, il n'est pas très connu. On ne connaît pas beaucoup nos institutions et nos organes, mais nous allons aujourd'hui mettre l'accent sur le rôle du Conseil de paix et de sécurité par rapport à ces questions de conflit en Afrique. Nous allons bien entendu l'analyser avec un point de vue nuancé et critique, et nous allons certainement mettre l'accent sur les faiblesses de cet organe et nous verrons qu'est-ce qui fait que malheureusement il n'y a pas de solution africaine au problème africain et on va au-delà pour des réponses internationales universelles. Par la suite, et comme vous l'avez bien dit, j'avais choisi dans ma troisième partie de parler des autres organes connexes qui peuvent avoir des réponses à la fois juridictionnelles, notamment la future Cour fusionnée de justice et des droits de l'homme et des peuples, mais aussi l'organe que je préside, l'organe qui a été créé depuis 2009, l'organe consultatif de l'Union africaine qui s'appelle la CUADI, Commission de droit international, et nous avons comme rôle essentiel justement de légiférer, de codifier en la matière, et j'avais choisi un certain nombre d'études qui ont un rapport avec la réponse au conflit en Afrique. Donc, je vais être très rapide par rapport à la partie première, le contexte et l'introduction, vu le temps. Je ne vais pas aller très en détail, c'est juste la cartographie. Si aujourd'hui, le conflit pratiquement que nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'intérêt depuis février de l'année dernière, c'est le conflit Ukraine. Et c'est vous dire qu'au niveau de la carte, on trouve qu'il y a des guerres, il y a des conflits de forte intensité partout dans le monde. Sauf que regardez bien la couleur rouge foncé. La plupart de la couleur rouge foncé, c'est dans l'Afrique, c'est dans le continent africain. Donc la plupart des conflits à haute densité se trouvent dans le continent africain. Et si on veut zoomer un peu plus sur cette cartographie, vous pouvez voir que ces conflits, il y a la Corne de l'Afrique, le Soudan, Centrafrique et le Congo la République du Congo, mais pas seulement. Nous avons aussi des poches de conflits un peu partout, surtout en Libye, surtout au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, etc. Si on va un peu plus aussi dans le zooming, on va voir que ces différents conflits peuvent
être intenses et peuvent s'étaler sur plusieurs années, mais aussi on peut voir que, disons, se collent à ces différents conflits les questions de terrorisme. Et donc nous trouvons des groupes djihadistes terroristes un peu partout en Afrique, parmi lesquels Al-Shabaab, parmi lesquels l'État islamique affilié, Boko Haram, et Al-Qaïda est affilié. Et ça aussi, c'est un problème qui est extrêmement important et qui, ça colle d'ailleurs par rapport à l'intitulé de votre initiative. Vous faites une initiative pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique. Et malheureusement, ce sont donc des poches de tension qui existent et surtout qui sont complètement incontrôlées. Et donc ça aussi, ça se greffe sur des questions initiales de conflits armés internes et internationaux. Par la suite, vous voyez un peu, si on zoome un peu plus, la corne de l'Afrique, c'est là où il y a le plus de tensions. Mais le problème, c'est que avec tous ces conflits, on va trouver un certain nombre de conséquences, parmi lesquelles l'insécurité, mais pas seulement. Il y a les problèmes d'immigration clandestine, les problèmes de déplacement interne, les problèmes de réfugiés, et cela touche toute l'Afrique, sans exception. Et vous avez un peu ces statistiques selon le Haut Comité des réfugiés, l'IOM, etc., le hit parade des 10 pays où il y a le plus de demandes d'asile, mais aussi où il y a le plus de réfugiés. Et donc, je vais aller justement par rapport à la réponse internationale universelle, avant de se focaliser sur la réponse de l'Afrique, de l'Union africaine, du continent africain. Voyons un peu, lorsqu'on fait un cours classique de droit international, notre Bible, c'est la Charte des Nations Unies. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'on parle de règlement pacifique des différends, d'ailleurs tout le système des Nations Unies, il a été établi à partir de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, avec pour point de mire la paix et la sécurité dans le monde. Et regardez combien de fois il y a le terme paix et sécurité internationale dans la Charte des Nations Unies. Vous pouvez bien comprendre que l'objectif essentiel de cette charte, de tout le mécanisme des Nations Unies, c'est d'atteindre la paix et la sécurité dans le monde, veut que, si vous voulez, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, le monde n'est pas en paix. Et c'est aussi tout le problème entre l'arsenal juridique extrêmement bien fait, bien ficelé, mais la pratique est au-delà. Il y a un grand fossé entre la pratique et entre les notions classiques, les notions de base, les notions théoriques, surtout en matière de droit international. Donc, comme je vous l'ai dit, notre texte le plus important qui pratiquement cadre toutes les questions de paix et de sécurité, c'est les articles 2 de la Charte des Nations Unies et tout le chapitre 5 où il y a règlement pacifique des différends. Et on va donner toute une multitude de réponses, une panoplie de moyens pour régler pacifiquement vos différends entre États, qu'ils soient des moyens diplomatiques ou bien des moyens juridictionnels. Et vous pouvez voir que même dans la charte, on va annexer tout le statut de la Cour internationale de justice, une cour qui justement, elle est là pour régler pacifiquement les conflits entre les États, quels que soient. D'ailleurs, devant la Cour internationale de justice, il y a plein de contentieux qui viennent du continent africain. Donc, c'est vous dire un peu l'importance de la charte, l'importance des principes de la charte. Vous voyez bien l'article 2 de la Charte des Nations Unies, dans laquelle il y a cette exception qui est le chapitre 7, seule exception possible avec la défense, la légitime défense, le recours à la force armée, mais on va en parler tout à l'heure. Bien, donc je vous ai dit qu'avec la Charte des Nations Unies, on annexe tout le statut de la Cour internationale de justice, c'est vous dire l'importance et l'intérêt de régler toujours pacifiquement les différends entre les États. Aussi, au niveau de l'Union africaine, il est important de mettre l'accent sur
une feuille de route extrêmement intéressante qui s'appelle l'agenda 2063. Et pour faire court, l'agenda 2063 permettra à notre continent d'ici 2063 de devenir un continent prospère, uni et surtout en paix. Et donc, parmi les buts ultimes de cet agenda 2063, et donc 2063, c'est-à-dire 100 ans après la création de l'OUA, elle-même créée en 1963. Ce que les Africains, ce que les pères fondateurs en fait du panafricanisme avaient pour rêve, c'est justement l'intégration au niveau de l'Afrique. Et pour y arriver, il y a un certain nombre disons, d'idéaux ou bien de principes qu'il faudra. Donc, il s'agit de 8 idéaux qui vont servir justement de piliers pour un continent intégré et uni. Et entre autres, la paix et la sécurité sont un jalon très, très important pour y arriver. Par conséquent, on ne peut pas faire une vision intégrée de l'Afrique sans passer par les questions de paix et sécurité, sans passer par un continent qui, justement, respecte les principes de base de l'acte constitutif de l'Union africaine, où on va encore une fois voir les questions de paix et de sécurité revenir, tout comme la Charte des Nations Unies. C'est très important de vous dire un peu le contexte pour vous faire part justement de l'inquiétude par rapport à ce continent qui est massacré, qui est déchiqueté par des conflits de toutes parts. Et donc, par rapport à ces conflits, d'ailleurs, en 2020, on avait comme thème de l'année faire taire les armes, c'est-à-dire l'année 2020, on avait voulu que l'Afrique entière ne soit plus armée, c'est-à-dire il n'y a plus d'armes et d'armement. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de vœux pieux, paroles et paroles, il y a beaucoup d'idéaux, mais malheureusement au niveau de la pratique, on est loin de ces idéaux et on est loin disons, de ces slogans. Lorsque je parle, voilà, donc faire taire les armes, un peu la cartographie, lorsque je parle de conflit, je ne vais pas être je vais aller très rapidement par rapport à cette question de conflit parce qu'il y a une connotation avec le droit international humanitaire et il y a une petite remarque à faire au niveau des tensions internes qui n'ont rien à voir avec les conflits armés internes et internationaux, là où s'applique le DIH. Le DIH ne s'applique pas en temps de paix et en temps de paix, on trouve, donc je vais rapidement aller vers les notions de base. Dans les questions de tensions internes, je n'applique pas le droit international humanitaire. Donc, ce sont des situations de tension, de troubles intérieurs, mais de toutes les façons, on est en temps de paix. On est en temps de guerre lorsque seulement je suis dans l'une de ces deux hypothèses, soit un conflit armé international, soit un conflit armé non international interne. Et donc, c'est de ça dont il s'agit dans notre conférence. D'ailleurs, les coups d'État, les changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être qualifiés de conflits armés non internationaux. En tout cas, il y a beaucoup à dire, mais je vais juste dire que par rapport à la typologie des conflits en Afrique, nous avons certains conflits sur forme d'activité criminelle, des conflits sur forme de clivage ethnique, religieux, identitaire, des conflits sur forme politique et électorale, des conflits sur forme de ressources naturelles. Il y a les cas de coups d'État et nous avons des cas récents en Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Tchad, etc. Nous avons de nouvelles formes de conflits avec surtout la montée en puissance du terrorisme dans la Corne de l'Afrique, dans le Nigeria, dans le Burkina Faso, dans le Mali, mais aussi la résurgence d'autres sources de conflits avec des velléités sécessionnistes, etc. Voici donc un peu la typologie des conflits en Afrique et on pose la question, comme tout à l'heure, je l'ai dit, dans cette conférence, nous avons besoin de comprendre et de connaître quelle est la réponse justement de l'Union africaine par rapport aux questions sécuritaires, quels sont les mécanismes de gestion de conflits en Afrique, qu'ils soient normatifs ou institutionnels. Je vais donc commencer dans ma première partie par les notions de base au niveau du droit communautaire africain. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Est-ce qu'il existe un droit communautaire africain? Comme j'avais fondé tout un master de droit de l'Union africaine et comme je représente toute la commission de droit international de l'Union africaine, nous sommes en train justement de défendre un droit communautaire africain qui unit tous les États africains. Sauf que pour être réaliste, je peux vous dire qu'il s'agit d'un droit émergent, d'un droit en tâtonnement qui commence, il y a des prémices de droit communautaire sans être dans le modèle de l'Union européenne.
L'Union européenne, c'est le modèle le plus réussi d'une intégration régionale continentale au niveau du globe terrestre. Et donc, nous sommes loin, enfin, par rapport à, si on se compare à l'Union européenne, mais encore une fois, nous sommes là pour défendre justement ces idéaux, pour défendre les prémices ou les germes d'un droit communautaire africain qui sera applicable pour tous les États africains. Donc ça, c'est un peu la spécificité de ce droit. Donc c'est un droit émergent. On n'est pas encore dans un droit qui est le même, d'accord, un droit qui est de base concernant la paix et la sécurité en Afrique. Et je suis en train de me référer à notre texte de base, comme la Charte des Nations Unies et la Bible des internationalistes. L'acte constitutif de l'Union africaine, c'est la Bible des africanistes. Et donc, c'est le texte de base, c'est notre constitution suprême. Lorsque vous allez dans l'acte constitutif de l'Union africaine, vous allez vous apercevoir que dès l'article 3 et 4, dans le cadre des objectifs et principes, on va voir le mot paix et sécurité à plusieurs reprises. Dans l'article 3F, donc l'Union africaine et les États de l'Union africaine tendent à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Pour cela, il y a un certain nombre de principes, parmi lesquels je vais noter les principes E, F, G, I, J. On va mettre le H tout à l'heure comme une exception, on va y revenir. Donc, si vous pouvez voir encore une fois, on va pratiquement retrouver les mêmes principes que ceux de la Charte des Nations Unies. Au niveau de l'Union africaine, on souligne énormément la nécessité de régler pacifiquement les conflits entre les États africains par les moyens appropriés. Par la suite, interdire le recours ou la menace de recourir à l'usage de la force entre États membres, interdire l'ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre. Et puis, vous avez dans le point I, coexistence pacifique entre les États membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité. Le point J aussi, droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité. Africaine, il y a d'autres textes où il y a justement, on souligne l'importance des questions de paix et de sécurité, parmi lesquels le texte qui va instituer je ne vais pas dire l'arme, je ne vais pas dire le bras armé de l'Union africaine, ce n'est pas un bras armé, mais disons le Conseil de paix et de sécurité, c'est l'organe qui est responsable justement de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, sur tous les plans, avant, donc post-conflit et tout au long du conflit. Il y a aussi la déclaration de Tripoli sur l'élimination des conflits en Afrique et la promotion de la paix. Il y a aussi la déclaration sur la création au sein de l'OUA, et donc ça c'est avant l'Union africaine, d'un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il y a aussi la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et donc, je vais mettre l'accent dans cette première partie sur deux importants documents. Nous avons donc le droit d'intervenir dans un État membre, ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire, qui a été, et tout à l'heure je vous ai dit, je vais mettre le article 4H, disant en suspension, je vais l'évoquer après. Et là, je vais mettre un peu l'accent sur cet important article 4H, qui, pour la première fois en droit international positif, va donner la possibilité à l'Union africaine et aux membres et aux États membres de l'Union africaine d'intervenir et regarder donc les trois cas de figure en cas de crime de guerre, en cas de génocide, en cas de crime contre l'humanité. Voilà donc les trois hypothèses où on va donner à l'Union africaine et aux États membres la possibilité, le droit, et c'est une exception à la non-ingérence, et c'est une exception au non-recours à la force armée. Donc, on va leur donner la possibilité d'intervenir pour porter secours à des personnes qui sont
exterminés, qui sont dans un cas de génocide, dans un cas de crime de guerre, dans un cas de crime contre l'humanité. Voici donc un peu un droit, disons, innovant par rapport au droit positif international. Et c'est la raison pour laquelle je voulais donc exterminer votre population à l'ombre des frontières, parce qu'il y a frontières, parce qu'il y a les principes, les principes sacro-saints de la souveraineté, à savoir non-intervention, non-ingérence. Alors on vous donne carte blanche, vous pouvez massacrer votre population. Non, l'acte constitutif de l'Union africaine, à partir de 2002, et c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de nouveau dans tout le droit positif international, et donc il donne accès à l'Union africaine et ses États membres avec des conditions, et entre autres conditions justement, c'est d'avoir l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc on donne autorisation pour y arriver. Qui le fait? Justement, il a fallu créer ce fameux Conseil de paix et de sécurité qui a la latitude, qui a la totale compétence pour le faire. Et on va donc, c'est la raison pour laquelle on a ce texte sur la création du Conseil de paix et de sécurité qui est venu un peu plus tard. Donc, un autre texte qui est extrêmement intéressant et qui parle justement du rejet de changements anticonstitutionnels de gouvernement, comme cela apparaît dans l'article 4P. Donc là aussi, par souci de paix et de sécurité, parce que lorsque vous faites des coups d'État, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, systématiquement, il y a un problème de paix et de sécurité dans cet État. Et c'est la raison pour laquelle, à part cet article 4P qu'on énonce dans les principes de base de l'acte constitutif, on va trouver un autre texte. Parmi ces textes, donc je vais rapidement aller dans le deuxième texte, il y a donc cette fameuse charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance du 30 janvier 2007 et le protocole sur les amendements de l'acte constitutif de l'Union relatif à la répression des changements anticonstitutionnels de gouvernement en tant que crime international, mais ce protocole n'est pas encore entré en vigueur. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de la charte de 2007, et donc elle a été postérieure par rapport à l'acte constitutif de l'Union africaine, on va mettre sur la table tout un édifice de règles pour rejeter, condamner et sanctionner, c'est extrêmement important, et sanctionner tout État où il y a justement changement anticonstitutionnel de gouvernement. Le terme changement anticonstitutionnel de gouvernement est un terme extrêmement large. On peut donc donner une définition selon l'article 32, où il y a toute une liste de quelles sont les hypothèses qui constituent des changements anticonstitutionnels de gouvernement, parmi lesquels les coups d'État, en premier lieu, tout putsch ou coup d'État, en deuxième lieu, toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Troisièmement, toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles dans le but de renverser un gouvernement démocratiquement élu. Quatrième hypothèse, tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Cinquième hypothèse, cinquième cas de figure, tout amendement ou toute révision des constitutions et des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Vous avez donc une panoplie d'hypothèses et de cas de figure qui s'appelle changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est vous dire que ce sont des questions qui intéressent l'Afrique, que ce sont des questions dont on parle pratiquement toutes les années, tous les mois, tous les jours, parce qu'il y a parmi ces cas de figure de façon constante dans nos pays. Il faut le dire et il faut être courageux pour le dire. Nous sommes un continent très réticent aux questions de droits de l'homme, d'état de droit, au respect de la démocratie, de la bonne gouvernance. Ce sont des questions qui demandent beaucoup de culture démocratique et je pense que ça sera dans une autre génération. Mais pour y arriver, il faut justement asseoir tout un édifice de règles, mais aussi d'institutions pour pouvoir respecter ces questions d'état de droit, ces questions de démocratie, de bonne gouvernance. Et ce n'est pas impossible, en tout cas, comme l'avait montré le printemps arabe et tout le souffle de la démocratie qui a soufflé au nord de l'Afrique. Et donc, on va justement voir qu'il y aura des changements en profondeur par rapport à ces questions de démocratie. Mais en tout cas, pour y arriver, il y a certainement des tensions ici et là. Il y a certainement des états de troubles, voire des états de conflits armés internes
lorsque on ne maîtrise pas son territoire et on ne maîtrise pas sa population. Et c'est justement les causes sous-jacentes de tous ces conflits dont nous parlions. Donc, je vais aller passer maintenant vers les sanctions. Et regardez ici, nous avons cette charte, en fait, cette convention qui pratiquement va aller dans la panoplie de sanctions pour tout putsch, tout coup d'État, tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et nous avons le détail dans l'article 37. Tout cela est en 2007, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà entré en vigueur. Et dans tous les coups d'État, dans tous les cas de figure, on suspend déjà les États qui avaient fait des coups d'État au niveau de l'Union africaine. Et donc, vous avez, entre autres sanctions, refus de visa, restrictions de contact de gouvernement, restrictions commerciales, les sanctions prévues dans l'article 23, paragraphe 2, parmi lesquelles la suspension de l'État en question et toute autre sanction supplémentaire que pourrait recommander le Conseil de paix et de sécurité. Et donc, il y a un peu un va-et-vient entre les différents textes de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité pour pouvoir justement résoudre ces problèmes de changement anticonstitutionnel de gouvernement et revenir à l'État démocratique. Bien, on va par la suite dire que dans le futur, et ce n'est pas dans l'immédiat, et je vais en parler lorsque je m'entretiens sur la fusion des deux cours, la Cour de justice et la Cour des droits de l'homme et des peuples, dans le futur, le changement anticonstitutionnel de gouvernement constituera un crime international qui sera de la compétence de la future Cour de justice et des droits de l'homme et des peuples fusionnés. Ce n'est pas encore entré en vigueur, c'est un protocole, c'est une modification qui n'est pas encore entrée en vigueur, mais en tout cas, c'est extrêmement audacieux de mettre le changement anticonstitutionnel de gouvernement au même terme que les autres crimes internationaux au niveau africain. Et ça aussi, c'est un peu l'ingéniosité africaine, c'est un peu le savoir-faire africain, si vous voulez dire. Ce sont des réponses que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et donc, il n'y a pas dans le monde, bien même au niveau du droit international en vigueur, des textes où on érige le changement anticonstitutionnel de gouvernement en tant que crime international, et cela se fait chez nous. Mais encore une fois, ce n'est pas un texte qui est entré en vigueur, c'est une modification, mais aussi le processus de la Cour n'est pas encore entré en vigueur. Je veux maintenant rapidement aller vers ma deuxième partie pour vous parler des institutions. Je sais que le temps vraiment court, et donc encore une fois, je vais survoler très rapidement les réponses institutionnelles pour vous dire. À part le Conseil de paix et de sécurité, il y a plusieurs autres organes en fait. Si on va aller dans l'organe central qui va répondre aux questions de paix et de sécurité, c'est encore une fois le Conseil de paix et de sécurité, mais il n'y a pas que le Conseil de paix et de sécurité. Ça ne marche pas. Il n'y a pas que le Conseil de paix et de sécurité, il y a déjà l'APSA. Déjà pour commencer, on appelle ça l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, l'APSA, et toute une lecture avec plusieurs institutions, avec plusieurs bras pour pouvoir justement se positionner en matière de paix et de sécurité. Je vais donc vous en parler très rapidement. Bien, lorsque je vais aller dans l'article 5 de l'acte constitutif de l'Union africaine, on va trouver un certain nombre d'organes politiques. La conférence, le conseil exécutif et le COREP, comité des représentants permanents, sont les organes politiques. Et ces organes politiques, lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a les sommets de l'Union africaine, mettent en premier lieu, en priorité, les questions de paix et de sécurité à l'échelle des discussions. Donc, c'est toujours prioritaire que de parler de paix et de sécurité. Ils peuvent même faire des sommets extraordinaires lorsque des conflits ou des tensions donnent en fait un certain nombre de morts, de blessés ou des questions de terrorisme. Donc, ce sont des questions prioritaires dans l'ordre du jour des organes politiques, des différents organes politiques. Aussi, à part le COREP, le conseil exécutif et la conférence, nous avons la commission. Donc, à part cette pyramide des organes politiques, nous avons un autre organe politique qui est permanent, celui qui existe et qui se trouve dans le headquarters de l'Union africaine à Addis Abeba. De quoi est-il composé? Il est composé d'un président de la commission, c'est M. Moussa Faki que vous connaissez tous. Il est tchadien, mais d'une vice-présidente, actuellement elle est rwandaise, d'un secrétaire
général, d'un directeur général et de commissaires. 6 commissaires. Ils étaient au nombre de 8 et maintenant ils sont au nombre de 6. Et dans les portefeuilles, vous pouvez voir que l'un de ces commissaires, à partir de 2021, on est passé dans le cadre de la réforme de 8 à 6. Et voici donc les différents commissaires. Je vous montre, donc voilà un peu les 6 commissaires actuels de l'Union africaine. Celui-là, le Nigérien, Bankole, c'est le commissaire de la paix et de la sécurité. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des portefeuilles différents. Il y a le portefeuille des affaires humanitaires, santé, portefeuille infrastructure, énergie, portefeuille éducation, sciences, technologie, innovation, portefeuille agriculture, mais ce que j'ai mis en rouge, il y a le portefeuille affaires politiques, paix et sécurité. Et donc, nous avons un commissaire élu qui a une position de super ministre, en fait, celui-là, donc le Nigérien. Avant lui, il y avait un Algérien, c'était Ismail Shargi, et à partir de 2021, l'actuel Nigérien, c'est donc disons, le Bankole, il est le commissaire de paix et de sécurité et des affaires politiques. Mais à part lui, à part le commissaire, je vous ai parlé tout à l'heure de ce fameux Conseil de paix et de sécurité. Donc, je vais sauter tout ce que fait le commissaire de paix et de sécurité, les missions qu'il assure, avec tous les organes, toutes les directions, les sous-directions, il y en a beaucoup, pour justement nous focaliser sur le Conseil de paix et de sécurité. C'est un peu, disons, l'institution et l'organe le plus important en matière de APSA, d'architecture de paix et de sécurité. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque j'avais commencé mes propos, que le Conseil de paix et de sécurité est très mal connu. On connaît le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on ne sait pas que même au niveau de l'Afrique, nous avons notre propre Conseil de paix et de sécurité. Il est composé de 15 États membres. Il y a eu une tentative de l'élargir, mais ça a échoué et on reste dans cette architecture et vous pouvez voir les différents sièges par rapport aux différentes régions de l'Afrique. Actuellement, la Tunisie et le Maroc, par rapport au nord, sont les 2 actuels membres du Conseil de paix et de sécurité. Contrairement au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a pas de 5 permanents et de 10 non permanents. Les 15 sont non permanents. Il y a donc des élections rotatives chaque 2 ans pour avoir de nouveaux membres de l'Union africaine, des États de l'Union africaine pour devenir membres du Conseil de paix et de sécurité. Ça, c'est la première différence. Et contrairement au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y a pas de droit de veto chez nous. Il n'y a pas un État permanent avec droit de veto, donc les 15 États membres sont à titre d'égalité. Maintenant, ces différents États membres, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité, après avoir été élus sur la base de la rotation et de la représentation régionale équitable, ont un certain nombre de sessions et travaillent de façon à huis clos dans des sessions ou des sessions ouvertes au public de façon très régulière. Donc, ils entretiennent beaucoup de réunions tout au long de l'année. Ils peuvent même aller faire des sessions extraordinaires, comme je vous ai dit, lorsque la situation l'exige. Et donc, qu'est-ce que fait le Conseil de paix et de sécurité? Tout à l'heure, je vous ai dit, ils sont avant, tout au long et après. Et c'est en rouge. Donc, ils ont des fonctions à la fois dans la prévention, ça c'est avant, dans le tout au long, la gestion et le règlement des différends et ses concomitants, et dans le post-conflit, c'est-à-dire en matière de consolidation des processus de paix et de reconstruction post-conflit. Ça, c'est un peu donc le but ultime ou bien le pouvoir, disons, les pouvoirs du Conseil de paix et de sécurité. Je ne vais pas vous alourdir, en tout cas, à part le fait d'intervenir dans des questions de conflit, ils peuvent même aussi donner, disons, faire de l'action humanitaire en cas de gestion de catastrophes naturelles. Et en général, ce que fait le Conseil de paix et de sécurité, c'est gérer les catastrophes naturelles beaucoup plus que résoudre les conflits armés internes et internationaux. Et je vais donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on va aussi faire un peu de la critique par rapport à ce Conseil de paix et de sécurité. Malheureusement, on a beau inventer un Conseil de paix et de sécurité et toute une panoplie de moyens et d'institutions, parmi lesquelles, regardez le nombre impressionnant de structures qui se chargent de la paix et de la sécurité au niveau du continent africain. Sans vous alourdir, il y a premièrement le comité des experts, deuxièmement le comité d'état-major, troisièmement les groupes de haut niveau, et là où il y a des comités ad hoc par rapport à des États, surtout où il y a de fortes tensions, Libye, Côte d'Ivoire, Soudan, etc. Quatrièmement, le groupe d'appui stratégique à la police de l'Union africaine, il a été créé en 2013. Cinquièmement, le mécanisme africain de coopération policière, le fameux AFRIPOL,
qui se trouve en Algérie. La base, disons le headquarters, le siège, il se trouve en Algérie. Il a vu le jour depuis 2016 et on ne le connaît pas. Et bien, il y a Afripol au niveau du continent africain. Il y a aussi le système continental d'alerte rapide, le SCAR. Et là aussi, regardez le nombre, encore une fois, impressionnant d'institutions relatives à la paix et la sécurité. Nous avons le système de force africaine en attente. Nous avons un autre système qui s'appelle la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Et donc, ça doit être une alerte rapide aux crises. Et donc, vous pouvez comprendre avec tous ces différents édifices, toutes ces institutions, et pourtant, on n'arrive pas à maîtriser la paix et la sécurité dans le continent africain. Plus que cela, on va attendre l'aide extérieure, on va attendre les casques bleus des Nations Unies pour intervenir, pour faire cesser en fait ces tensions. À part cela, il y a un fonds de paix et de sécurité et entre autres choses, il voulait atteindre en 2017 un chiffre monumental de 400 millions de dollars avec une autosuffisance. Et donc, en tout cas, c'était avant le Covid, mais durant la Covid, il y avait beaucoup de problèmes de financement par rapport à ces différents fonds. Et à part cela, tout à l'heure, je vous ai parlé, toutes ces différentes institutions, elles sont greffées dans le cadre d'une architecture qui s'appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité, l'APSA. Et là, j'avais mis, et je l'avais souligné, malgré toute cette belle architecture, elle reste très limitée et même entaillée d'embûches, comme le prouve d'ailleurs la présence des casques bleus, la présence de forces étrangères. Par exemple, je prends sur le sol malien, la présence des forces étrangères françaises, parfois allemandes, parfois russes, et on parle même de la présence de forces multinationales dans le sens sociétés privées de guerre. Les sociétés privées de guerre russes et autres qui sont présentes sur le sol africain pour mettre fin aux hostilités, pour mettre fin à des conflits, alors que, encore une fois, c'est un peu notre point de vue critique. Vous avez toutes ces institutions qui sont là et elles sont presque peut-être désactivées ou bien limitées, ou bien ils n'ont pas les moyens et les ressources nécessaires à la fois humaines et financières pour pouvoir couvrir des champs aussi vastes que ceux de l'Afrique subsaharienne et là où il y a les grands lacs, donc la partie des grands lacs, surtout avec la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme suite au printemps arabe en 2011. Vous vous souvenez un peu la montée en puissance de ces réseaux terroristes et malheureusement, l'Union africaine s'est trouvée très limitée dans des réponses adéquates à ces phénomènes et on était contraint d'attendre des ressources étrangères et surtout des institutions étrangères à la fois universelles et régionales, américaines, russes, Union européenne, etc. etc. Bien, là, il est peut-être encore tôt de faire le bilan de l'APSA et de dire qu'il y a un échec. Je ne vais pas dire que je fais un constat d'échec ou un constat de succès. On va dire que cela varie, que cela dépend de l'évolution des typologies de conflits en Afrique, mais aussi il y avait 2 années Covid et il y avait très peu de ressources financières. C'est la raison pour laquelle donc, le processus tâtonne, le processus essaie d'avancer et d'évoluer. Il est peut-être encore tôt de faire l'évaluation de cette architecture africaine de paix et de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit on a un rôle imminent des organisations internationales, surtout l'Organisation des Nations Unies avec le Conseil de sécurité, avec la fameuse notion de responsabilité de protéger. Je ne vais pas m'étaler là-dessous, mais c'est juste vous dire que parfois aussi les ONG, le travail des médias, les sociétés civiles, les associations humanitaires et humaines font beaucoup justement pour venir en secours aux Africains. Je note par exemple Amnesty International, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Et donc, vraiment, l'action humanitaire ne dépend pas beaucoup du Conseil de paix et de sécurité, mais elle dépend beaucoup plus de ces grandes ONG humanitaires que vous connaissez et que nous trouvons sur le sol et sur le terrain africain. Il me reste la toute dernière partie. Et donc, je vais faire court dans quelques minutes. Je sais que j'ai beaucoup débordé. Je vais faire court pour vous parler des autres organes de l'Union africaine en la matière et notamment
selon ce que vous avez dit, Aristide, notamment la Cour fusionnée, la future Cour fusionnée de justice et des droits de l'homme et des peuples, et le rôle de notre organe à nous, la COADI, la Commission de droit international. Je vais aller très rapidement parce que je sais qu'il y a plein de questions et il faudra peut-être donner la possibilité aux différents intervenants et disons participants de poser des questions. Dans l'acte constitutif, l'article 5, il a été dit que parmi les organes que nous allons créer, il y a la Cour de justice. J'ai mis ça en rouge. Sauf que jusqu'à maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, il n'y a pas de Cour de justice. Moi, je dis que c'est une cour fantôme. C'est un fantôme juridique. Il n'existe pas. Il n'a jamais vu le jour, bien qu'il soit mis dans l'acte constitutif et bien que le protocole relatif est entré en vigueur à partir de 2003. Mais on n'a jamais eu à voir une cour de justice. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parallèlement à la Cour de justice, il y a toute la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour faire très rapide, qu'est-ce qu'elle fait, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Comme son nom l'indique, c'est une cour pour les questions de droits humains. Cette cour se trouve à Arusha et elle a des fonctions, elle a un mandat, elle fait des avis consultatifs, elle a aussi, elle est pertinente dans les questions de droits humains, elle est composée de 11 juges qui sont là pour 6 ans, un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Elle vérifie toutes les questions de droits de l'homme et des peuples. Elle va dans la jurisprudence foisonnante de la Cour depuis son institution va aller, y compris dans les questions de paix, droit à la paix et droit à l'environnement sain, sauf que, encore une fois, je vais retourner à ce problème de fusionnement et de fusion. Alors, je vous mets là tout l'arsenal juridique que nous avons et c'est très compliqué. Nous avons des protocoles qui ne sont pas encore entrés en vigueur et qu'on va faire des protocoles pour les amender. Quelle est l'idée autour de ça? On a dit, puisque la Cour des droits de l'homme et des peuples est là, on n'a pas les moyens financiers et humains de créer une autre cour qui s'appelle la Cour de justice pour l'Afrique. Et donc, on va fusionner les deux en même temps. On va faire le même headquarter à Arusha et on va faire 2 sections. Dans le projet de fusion, celui de Sharm el-Sheikh, le premier protocole de fusion. Donc, sachant que c'est quoi le protocole qui a institué la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? C'est le protocole de Ouagadougou. C'est un protocole additionnel à quoi? À la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que dans la Charte, dans les années 80, on n'a pas prévu de cour africaine, on a prévu une commission. La commission de Banjul sur les droits de l'homme et des peuples n'est pas une juridiction, c'est une quasi-juridiction. Il a donc fallu faire un protocole, celui de Ouagadougou en 98, pour créer la Cour. Et la Cour, elle devient un organe juridictionnel à plein pouvoir avec des arrêts qui sont bien entendu exécutoires. Alors, on va par la suite penser à un deuxième protocole, le protocole de Sharm el-Sheikh de 2008. Pour l'instant, il n'est pas encore entré en vigueur, 5 ratifications seulement. Quelle est l'idée autour de Sharm el-Sheikh? Le protocole de Sharm el-Sheikh va opérer une fusion entre l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et cette future Cour de justice qui n'a jamais eu lieu. Par conséquent, l'idée, en 2008, on a pensé à une cour avec 2 branches. Une, on appelle ça la section des affaires générales, c'est-à-dire Cour de justice. Encore une fois, lorsque je dis Cour de justice, pensez à la CIJ. La CIJ a la compétence pour justement régler les conflits, les différends entre les États sur un point de droit ou un point de fait, un point politique. Donc, elle va régler des différends entre États, entre les États africains. Ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme et des peuples. Ce sont des questions relatives, par exemple, à la démarcation des frontières, relatives à l'interprétation des traités, etc. C'est ça un peu le travail de la Cour de justice africaine, ce fameux fantôme juridique qui n'a pas encore vu le jour. Ça, c'est le protocole de Sharm el-Sheikh en 2008. En plus, non seulement ce protocole n'est pas encore entré en vigueur, on va faire un 3e protocole, celui de Malabo, en 2014, pour dire « Ah, nous avons une nouvelle idée. Cette future cour fusionnée, elle ne va pas avoir seulement une compétence générale sur les questions de différents États africains et une compétence sur les droits de l'homme et des peuples, mais on va introduire une section pénale. Et le problème, c'est que dans cette section pénale, ce n'est pas seulement les 3 fameux crimes internationaux que nous connaissons dans le statut de Rome, à savoir crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide.
Mais on va encore greffer 11 autres chefs d'inculpation, y compris le terrorisme, y compris le changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris le piratage, y compris la piraterie, y compris les questions de l'esclavage. Donc, il y a plein de crimes internationaux que l'on va mettre pour cette fameuse section pénale de la future Cour fusionnée, Cour de justice et des droits de l'homme et des peuples. Imaginez donc la multitude de secteurs que la future Cour aura comme compétence. Donc, idéalement, théoriquement parlant, on va dire c'est bien, nous avons notre propre Cour communautaire continentale qui va être enfin compétente pour tous les problèmes de l'Afrique et du continent africain et des États africains. Et on ne va pas aller jusqu'à les Pays-Bas pour faire des questions donc, sur les crimes internationaux pour la Cour pénale internationale ou des questions de règlement des différends devant la CIJ. Sauf que, est-ce que vous pensez, là je pose une question, peut-être tout à l'heure on va répondre, est-ce que cette idée est faisable? Est-ce que les 15 futurs juges seraient capables justement de couvrir toutes les questions de justice, toutes les questions de droits de l'homme et des peuples, en plus des 15 chefs d'inculpation en matière de droit international pénal? Le professeur Rafa Ben Achour dit « c'est comme si vous allez à la fois fusionner l'actuelle Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, le tribunal des droits de la mer, vous les fusionnez tous ensemble et vous dites « voilà, nous avons une seule Cour homogène ». Je pense que sur le plan pratique, c'est quelque chose de incohérent et inconcevable. Et d'ailleurs, les juges actuels de la Cour africaine, la plupart d'entre eux sont d'avis que ça sera un projet très difficile à réaliser. En tout cas, nous sommes dans une réforme des organes et on se penche réellement, que ce soit les juristes, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les parties prenantes et les partis qui décident sur ces questions de futures cours de justice et des droits de l'homme et des peuples. En tout cas, parmi les avantages, si on voit un peu la moitié pleine, on va dire que les massacres qui se font au niveau du continent africain, les questions qui divisent les États africains, les différends au niveau du continent africain vont se régler sur le sol africain avec des juges africains et avec un droit communautaire africain. Et cela donc répond un peu par rapport à notre problématique tout à l'heure. Que fait l'Union africaine justement pour pallier à ces différents problèmes de conflits, de tensions? Voilà une réponse réaliste au niveau juridictionnel, mais dans sa mise en œuvre, elle est extrêmement difficile, presque impossible, selon en tout cas les statistiques qui ont été faites et selon les dires et les interviews qui ont été faits auprès des juges. Mais en tout cas, ça reste un chantier et on va voir comment les choses se feront. Je voulais vous dire que le protocole de Malabo, jusqu'à aujourd'hui, 0 ratification. Il n'y a aucune ratification par rapport à ce protocole de Malabo jusqu'à aujourd'hui, 0 ratification. Donc, je mets entre parenthèses l'article 46A bis qui donne une immunité aux chefs d'État d'exercice et autres hauts fonctionnaires en cas de crimes internationaux. Et ça aussi, il y a un contexte bien précis en 2014 qui n'est plus actuel. Nous sommes en 2023, peut-être le contexte est autre. Aujourd'hui, peut-être les États africains penseront autrement ce protocole et peut-être il y aura d'autres amendements et d'autres protocoles qui amenderont des protocoles qui ne sont pas encore entrés en vigueur. En tout cas, encore une fois, c'est typiquement africain, mais c'est aussi un grand problème pour nous, les juristes, lorsqu'on travaille sur ces textes-là, qui sont très incompréhensibles et parfois même contradictoires entre eux-mêmes. Je n'ai pas beaucoup de temps de parler de ma commission de droit international de l'Union africaine. La CEADI, la commission de droit international, 11 commissaires qui sont élus sur la base la répartition géographique équitable entre les différentes parties de l'Afrique. Vous pouvez voir ici nos missions. Nous avons des missions très larges, mais le fin fond, la chose la plus importante que nous faisons, c'est la codification et le développement progressif du droit international sur le continent africain. Pour ceux qui connaissent la CDI, la Commission du droit international des Nations Unies, on est la petite sœur jumelle de la CDI, on fait la même chose. On codifie pour le continent africain, pas seulement, on peut aussi aider à la révision des traités existants, on peut aussi faire des lois types par rapport à des conventions existantes, on peut aussi encourager à l'enseignement, l'étude, la publication et la diffusion d'ouvrages en droit international, et nous élaborons des études sur des questions juridiques qui intéressent l'Union africaine et ses États membres.
Donc, par rapport à notre liste, disons ça, c'est les membres actuels. J'ai été élue en 2014, réélue en 2018 et élue en tant que présidente de la commission depuis l'année dernière. Et voici la liste de nos études et de nos travaux. Il y a beaucoup de travaux qui ont été déjà faits, parmi lesquels ce qui intéresse un peu notre sujet aujourd'hui, le projet de loi type sur la dissémination de la Convention de Malabo sur la protection plutôt de Kampala, excusez-moi, je me suis trompée, de Kampala sur la protection des déplacés internes. Il y a beaucoup de choses qui intéressent les conflits armés, les questions de paix, de sécurité, les catastrophes naturelles dans ce projet de loi type. Mais aussi, j'ai mis aussi en rouge les 3 grands travaux en la matière: Convention africaine sur la coopération judiciaire et l'assistance mutuelle, et aussi, ce sont 2 conventions en fait, une autre convention africaine sur l'extradition, et ça intéresse les questions de paix et de sécurité en Afrique. Projet de loi type sur la dissémination du protocole sur les droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Ça aussi, il y a plein d'aspects sur les questions de paix et de sécurité par rapport à l'élément genre, les femmes, et une très, très belle thématique, un nouveau projet qui a été initié par, excusez-moi, Mohamed, donc j'ai fait une erreur par rapport à son nom, Mohamed Hillel, il est égyptien, il a fait une très belle thématique et il a commencé l'interaction avec le Conseil de paix et de sécurité l'année dernière, et donc ça c'est un projet qui promet paix et sécurité dans le cyberespace. Ce sont des sujets très à la mode, propositions pour le développement d'un droit international africain du cyberespace. Donc le projet, il a été initié l'année dernière, c'est tout récent. Donc tous ces projets vont justement aller vers une fois terminés. Par exemple, je vous donne l'exemple de mon étude à moi. J'ai fait un projet de convention africaine sur la coopération judiciaire et l'assistance mutuelle. On travaille comme la CDI sur la base de plusieurs rapports. Je suis arrivée à mon dernier rapport, je vais faire très très court. Je suis au 8e rapport, ça a été déjà terminé et ça a été fait devant la plénière de la COEDI en 2017, avec des objectifs généraux spécifiques, avec des techniques, des méthodes de travail. Je vais donc aller rapidement pour vous dire l'essentiel. Je suis arrivée à mon 8e rapport dans lequel il y a ce projet des 2 conventions africaines qui ont été élaborées et faites par notre commission plénière. Dans le détail, on a légiféré pour l'Afrique et nous avons 2 drafts de projets. Le premier relatif à la coopération judiciaire et l'assistance mutuelle en Afrique avec 39 articles, et le deuxième projet sur l'extradition avec 26 articles. Donc le travail est fini chez nous et une fois fini, il va être transféré aux organes délibérants, notamment le STC, c'est-à-dire le comité technique spécialisé du COREP, qui vont voir ce projet et par la suite, il va aller vers les autres organes délibérants pour devenir la Convention africaine de l'Union africaine tout court, et non pas un draft. Donc nous, on ne s'approprie plus le projet, ça devient le travail de l'Union africaine. Pourquoi je dis que ce sont des choses extrêmement importantes? Parce que avec l'entrée en vigueur, et je conclus, l'entrée en vigueur de la ZLECA, la zone économique de libre-échange continentale, voilà donc un texte très important avec des protocoles qui vont donner libre cours, libre circulation aux personnes, aux individus, mais aussi aux services et aux biens dans toute l'Afrique, avec un passeport africain, avec l'Open Sky. Toute cette ouverture des frontières font qu'il faudra certainement passer par le fait de maîtriser le continent africain, le sol africain, maîtriser les questions de sécurité. Et là, je pose plein de questions. Avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf l'avant-dernière année, 1er janvier 2021, cet accord constitue le plus large champ de libre circulation justement au niveau du continent africain, mais aussi d'échange continental des services et des biens. Et pour le faire, il faut certainement un certain nombre d'étapes. Il y a certes de nouveaux défis à surmonter, surtout les questions sécuritaires. Et donc la paix et la sécurité en Afrique est primordiale pour pouvoir justement tenir le pari d'une bonne zone économique de libre-échange continentale. Et pour cela, est-ce qu'on est préparé? Et je pose plein de questions sur lesquelles on pourra ouvrir le débat. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui quadrille ces différentes surfaces, surtout où il y a le désert, avec la montée, comme je venais de le dire, des réseaux terroristes? Est-ce qu'il y a assez de coopération entre les États africains?
Est-ce que les États africains et les Africains tout court, les populations africaines, est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'il y a des politiques communes, de réponse commune aux dangers imminents, parmi lesquels le terrorisme? Est-ce que sur le plan pratique, ce Conseil de paix et de sécurité, toute cette architecture sont pleinement vivables et sont pleinement réalisables? Donc, il y a plein de questions qui restent en suspens. C'est la raison pour laquelle je vous dis que malheureusement, au niveau de notre continent, on a beau fait ce qu'on appelle la toile de fond, mais on est encore loin. La volonté politique ne suit pas. On a un grand problème de volonté politique, mais pas que ça. Nous avons aussi une responsabilité en tant qu'Africains. Malheureusement, on n'est pas encore mûr, on n'est pas encore, prêt à cette fusion, cette intégration africaine, parce que nous sommes encore différents. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la facture, elle est payée par la population civile, surtout les femmes et les enfants. Le nombre de réfugiés, le nombre impressionnant d'immigrés clandestins qui passent par mon pays, entre autres la Tunisie, pour aller vers l'Eldorado, l'Union européenne, l'Europe, les pays européens, etc. Plein de questions se posent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours quand même être optimiste, mais aussi il faut être réaliste et peut-être libre cours à notre imagination en tant que juriste, en tant que panafricaniste, comment améliorer les systèmes, comment faire des recommandations pratiques, comment aller de l'avant pour une Afrique meilleure, pour une Afrique unie, prospère, intégrée et surtout en paix et en sécurité. Je vous remercie pour votre attention et excusez-moi pour avoir été longue. Merci, professeur Guedige. Est-ce que tout le monde peut activer son micro pour applaudir cette belle présentation? Merci. Alors, nous sommes arrivés à la phase de discussion. Juste rappeler en deux petits mots. Est-ce qu'on peut refermer les micros, s'il vous plaît? Alors, professeur Guedige, merci pour votre présentation, cette analyse critique de l'encadrement juridique, de la gestion des conflits au sein de l'Union africaine, y compris les réponses institutionnelles qu'on observe jusqu'ici, avec notamment un tour sur le rôle des autres organes, cette panoplie d'organes qu'on trouve associés notamment dans l'œuvre de paix et de sécurité au sein de l'Union africaine. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez la question, je vous demande tout simplement de prendre la parole et poser la question directement et on revient à la réponse. Je vous remercie. J'espère déjà que la PowerPoint a été lisible parce que je lis dans les différents commentaires que la présentation n'était pas claire. En tout cas, je vous ai envoyé, Aristide, le travail en format PDF et j'espère que vous pouvez l'envoyer à toute personne qui le demande. Mais moi aussi, tout à l'heure, sur tous mes réseaux sociaux, je vais mettre un lien par rapport à cette présentation. Et comme ça, ceux qui n'ont pas vraiment bien regardé la PowerPoint, ils peuvent la trouver. Elle sera partagée avec vous tous. Mais j'espère, est-ce que vous avez bien suivi, Aristide? Oui, très bien. C'était bien lisible de mon côté. Et comme j'ai indiqué au niveau des discussions participants, le document sera partagé à tout le monde. Donc, je vais accueillir avec grand plaisir les différentes questions. Il y en a une sur déjà quelqu'un qui avait écrit sur la messagerie, mais il y a déjà une main levée. Je pense qu'on commence par les mains levées et ensuite on retourne aux questions écrites. Ok, bonjour professeur, puis merci pour votre présentation qui était vraiment super passionnante.
J'aurais juste voulu savoir, peut-être vous entendre un peu plus sur l'enjeu majeur que vous avez relevé, notamment en matière de terrorisme et d'extrémisme violent, parce qu'il me semble quand même que l'Union africaine a produit beaucoup de travaux et de documents justement pour adresser cette question-là. Puis je me demandais au niveau de vos travaux personnellement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce qui concerne la réintégration, les questions de justice transitionnelle, pour faire face justement à ces enjeux-là qui sont quand même assez des problèmes d'actualité pour lesquels beaucoup d'États sont encore en train de tâtonner pour trouver des solutions à cet égard. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. On va prendre toutes les questions et puis par la suite, je répondrai en vrac. Eugène. Alors, bonsoir Madame Professeur, bonsoir à tous. Je suis Monsieur Nkili, depuis Douala. Ma question porte sur l'articulation entre les mécanismes sous-régionaux et continentaux de maintien de la D'abord, une de mes questions a déjà été posée par Julien. Maintenant, la seconde question que je mets des États membres de l'Union africaine. Tout ce que vous avez développé, notamment dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité, et même de la lutte contre les changements des différents États. Or, nous savons qu'il y a un certain nombre de défis qui doivent au préalable être relevés, dont le défi de la démocratisation, aussi celui du respect de l'état de droit. Donc, du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats tangibles tant qu'on n'a pas surmonté ces difficultés? Puisque les États ont tendance à se refermer sur eux-mêmes à raison de ces déficits démocratiques. Et ces problèmes démocratiques, c'est ça qui rapport au rapport entre l'Union africaine et ses partenaires extérieurs. Très souvent, sur un certain nombre de dossiers, ils ne sont pas en accord. Et parfois, les changements anticonstitutionnels du gouvernement sont d'une manière ou d'une autre soutenus par des mains invisibles, ce qui peut causer des problèmes, notamment en termes d'indépendance de l'organe dans la prise de décision. Voilà en fait ce que j'ai à poser comme question et j'attends votre réponse. Pour finir, je vous félicite encore une fois pour la qualité de votre communication qui a été pour nous très, très, très instructive. Merci. Moi qui vous remercie, Oussamanou. Bonjour. Merci pour la présentation. Ma préoccupation est de savoir quel est le lien qui existe entre les mécanismes régionaux et les mécanismes traditionnels dans la résolution des questions sécuritaires. Vu que dans les contextes insécures, par exemple dans les zones frontalières au Cameroun, entre le département du c'est-à-dire des autorités traditionnelles qui s'engagent ensemble dans les questions de renseignement ou de transhumance transfrontalière. Donc, j'aimerais savoir donc, quelle est la place des autorités traditionnelles dans ces mécanismes sous-régionaux. Merci. C'est moi qui vous remercie, Sabine. Merci. Avant Sabine, il y a Yamasou. Pardon? C'est bon, Yamasumona. Ok, pardon? Merci pour la belle présentation. Et allez-y, s'il vous plaît, posez votre question, on n'a plus le temps pour pouvoir répondre. j'aimerais vous poser une question sur la section pénale. Oui. J'aimerais savoir si l'initiative de la création
à la Cour africaine. Vous avez entendu, vous êtes coupé, si vous pouvez l'écrire dans la zone texte. Il y a beaucoup de coupures, on vous entend très mal. Sabine, s'il vous plaît, prenez la parole. D'accord. Sabine. Bonjour professeur, bonjour à tous et merci pour cet exposé brillant. Moi, j'avais une question par rapport à l'adoption de la CADEC, notamment à peut-être sa mise en œuvre. Hein, je parle de la Charte africaine pour la démocratie et notamment en ce qui concerne la multitude de coups d'État qu'on observe notamment en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité fait justement pour que cet instrument qui est très important justement pour l'enracinement de la démocratie, sécurité, elle est justement remise en cause. Est-ce qu'en dehors des condamnations au niveau de l'Union africaine, il y a des mécanismes qui sont activés? Je serais très intéressée de savoir un peu ce qui est fait dans ce cadre-là. Bien, merci beaucoup Sabine. Dans quelques questions qui ont été écrites, Amadou, qu'est-ce qui explique la pertinence des conflits violents sur le continent malgré l'existence des mécanismes d'alerte et de prévention? Ensuite, Conseil de paix et de sécurité, quel mécanisme utiliser pour se saisir d'une affaire, car il y a un exemple d'un dépassement en matière de prise de pouvoir inconstitutionnelle dans la Cour des droits de l'homme et des peuples en est saisi et a émis un jugement, mais le Conseil de paix et de sécurité est resté inerte. Pourquoi? Et l'autre question très pertinente aussi sur Conseil de sécurité. Alors, il a dit la décision, voilà. Comment s'y prendre lorsque la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union ne va pas dans le sens de position du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire en cas de conflit de compétences entre les deux organes? Bien, donc je vais essayer de répondre très rapidement parce que chaque question, c'est une conférence à part. Donc, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette conférence, mais surtout pour la pertinence et l'intelligence des différentes questions. Je n'avais pas eu le temps vraiment d'aller un peu en profondeur, de répondre à ces différentes questions dans ma conférence. Et c'est l'occasion, il y a beaucoup d'échos. Si vous fermez vos micros. Donc, je disais que par rapport à les différentes questions, la première, tout ce que vous posez là, c'est des questions qui relèvent du manque de volonté politique, justement, de respecter les normes juridiques et le rôle des différentes institutions en matière de paix et au-delà. Manque de volonté politique parce que, vous l'avez dit entre autres, il y a un déficit démocratique et il y a une réticence aux questions d'état de droit, bonne gouvernance et droits humains. Je l'ai dit, il faut l'assumer. En Afrique, on est encore loin des principes universels en matière d'état de droit. Cela se comprend parce que justement, il faut cultiver une culture démocratique. Ça viendra peut-être dans les générations futures. Pour l'instant, on n'a pas encore cette culture. Celui qui arrive au pouvoir, il reste pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Dernières élections, vous trouvez toujours les statistiques, 98%. Donc, on va au-delà, même de 25 ans au pouvoir. Ça vous dit tout. Comment voulez-vous asseoir de la démocratie dans un pays où un président, un chef d'État, va au-delà des mandats usuels et il va tout faire, y compris trafiquer, truquer les constitutions et même les urnes pour pouvoir rester au pouvoir. Malheureusement, c'est les réalités au niveau de l'Afrique, mais pas que ça. Il y a plein de problèmes. Moi, je suis professeure universitaire. Je suis peut-être très idyllique. Je suis dans les textes, je suis dans la doctrine, je suis dans les conventions. Mais lorsque je suis entrée dans le monde politique au niveau de l'Union africaine, il y a une dizaine d'années, que je côtoie ce monde politique, je comprends qu'il y a beaucoup de schizophrénie, il faut le dire, de ces chefs d'État qui disent la chose et font le contraire. Malheureusement, on fait beaucoup de très beaux discours sur les idéaux de l'Afrique,
Mais au niveau de la mise en œuvre pratique, il y a un autre modèle, en fait. C'est malheureux, il faut le dire comme ça. Et je suis surprise, justement, de la manière avec laquelle les idéaux africains sont en train d'être carrément battus en brèche à travers une politique, malheureusement, qui va dans le sens contraire. Ça, c'est le constat d'emblée. Et donc, tout cela ne devrait pas nous décourager. Il faut aller de l'avant. On est dans la légalité, on est dans l'aspect légalité, dans l'aspect respect du droit international, du droit communautaire, des textes basiques. Donc, on est dans le respect des règles du droit. Il ne faut pas dire que lorsque le droit échoue, que le droit n'est pas bon. C'est sa mise en œuvre qui n'est pas bonne. Les règles sont extrêmement bien écrites et elles sont vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, même très, très courageuses lorsqu'on va les comparer au droit international positif en général. Donc, nous avons de très belles règles, de très beaux textes, mais malheureusement, c'est la mise en œuvre qui fait défaut, c'est la volonté politique de les mettre en œuvre qui fait défaut. Maintenant, pour aller dans les détails techniques et dans les différentes questions, Lydie, lorsque vous parlez de lutte contre le terrorisme, vous savez mieux que moi qu'en Afrique, nous avons aussi d'excellents textes. À commencer par le texte sur la Convention de l'OUA, de la lutte contre le terrorisme de 1999, et sur laquelle s'est greffé plusieurs autres textes et protocoles et chartes, parce que justement, à partir du moment où il y a eu cette montée de l'extrémisme violent dans toute l'Afrique, il y a eu réponse de l'Union africaine, que ce soit au niveau des stratégies, que ce soit au niveau des institutions. Il y a cette fameuse force d'intervention rapide. On a notre stratégie africaine de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Vous pouvez même aller sur l'Union africaine et vous écrivez, vous trouvez plein de choses qui ont été faites théoriquement. Sur le plan pratique, disons de ce chevauchement presque de mécanismes et de règles, il serait mieux peut-être de commencer à asseoir la tolérance, à asseoir les véritables questions de respect de l'autre dans les institutions scolaires, dans les familles. Et par la suite, la conséquence fera que aussi la marginalisation, il faudra voir qui sont les terroristes en fait. Ce sont ceux qui sont marginalisés, ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont peut-être naïfs, ceux qui peuvent être, enrôlés dans ces questions d'extrémisme violent. Donc, il faut aussi voir les racines du mal, les causes endogènes et exogènes du terrorisme, et elles sont plusieurs. Il faut faire des études sociologiques et psychologiques par rapport à ces questions de terrorisme pour pouvoir répondre au terrorisme. Il y a tout un centre d'études juridiques sur les questions de terrorisme qui s'appelle le CAER et qui fait partie de l'Union africaine. C'est un centre de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme qui se trouve en Algérie et qui est très actif. Ils font beaucoup d'études stratégiques et autres. Ils ont même une revue et vous pouvez trouver toute cette revue avec les différents articles en ligne gratuitement. Et encore une fois, au niveau du terrain, il y a des choses malheureusement qui sont un peu plus costauds et plus sophistiquées que les réponses que fait l'Union africaine. On est débordé et peut-être que la solidarité africaine devrait se faire un peu plus pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent et commencer par les causes profondes du terrorisme et non pas trouver des solutions juste intermittentes, temporaires ou occasionnelles. Les questions de terrorisme, justement, sont très profondes et peut-être il faudra avoir beaucoup plus de courage pour les affronter. Eugène, les mécanismes sous-régionaux et plusieurs autres questions étaient dans le même sens, le chevauchement entre les mécanismes sous-régionaux et le mécanisme continental. Qui fait quoi? Qui a priorité? Qui sera avant l'autre? Jusqu'à maintenant, on est dans la réforme. Le volet CER, Communauté économique régionale, et leurs relations avec l'Union africaine ne sont pas résolues jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais on n'a pas encore résolu de façon, disons, radicale la primauté au niveau des différentes questions, surtout paix, sécurité, questions de terrorisme, questions de ZLECAf, par exemple, si vous allez dans
la zone économique de libre-échange continentale, on vous dit que si l'intégration au niveau sous-régional est bien plus profonde et bien plus intéressante et plus complète que l'intégration continentale, elle prévaut. Et puis, dans l'autre paragraphe, ils disent que l'intégration continentale prévaudrait. Donc, en fin de compte, ce sont des cas de figure, case by case. En tout cas, si je vais faire une lecture rapide des différentes zones économiques régionales, on va trouver que certaines zones sont fortement intégrées, comme la zone où vous venez, le Cameroun entre autres, la zone de la CEDEAO et autres, ils sont extrêmement bien intégrés, ils ont un véritable droit communautaire sous-régional. Contrairement à ma zone à moi, là où je suis, c'est l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, on a d'union que le nom, on n'est pas du tout unis, il n'y a pas de cours par rapport à notre région, il n'y a pas d'intégration, etc., etc. Il y a même des États où il y a encore des frontières et il n'y a pas d'échange entre les deux États et fermeture des frontières terrestres et des frontières aériennes. Donc, c'est vous dire que c'est très difficile de répondre à cette question de façon générale. On est case by case. Pour arriver à ce droit communautaire continental, il en faut des années. Il faut préparer le terrain. Il faudra justement passer par améliorer le volet sous-régional et par la suite, on pourra, travailler sur le volet continental. Or, comme vous pouvez trouver donc, au niveau de la carte, les réponses peuvent être très contradictoires. Et vous l'avez si bien dit, parfois, les réponses au terrorisme dans la région des Grands Lacs, elle se fait à la fois au niveau sous-régional, elle se fait au niveau continental, elle se fait avec le Conseil de sécurité. On trouve des entités étrangères, on trouve des armes étrangères, Turquie par exemple, la Chine, entre autres, les Américains, les Allemands. Donc sur le même sol, vous pouvez trouver plusieurs agents et plusieurs acteurs à la fois. Qui fait quoi? Grand point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans cet essoufflement, dans cet chevauchement, dans cet piétinement des secteurs des uns et des autres, on est dans l'inefficacité. C'est bien compris. En tout cas, c'est une question pertinente à laquelle je ne peux pas répondre parce que le constat est là. On a exactement un chevauchement, un piétinement et, normalement, logiquement parlant, le volet communautaire régional, continental, prend le dessous, mais ce n'est pas toujours le cas parce que dans certaines régions, l'intégration sous-régionale est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus efficace et elle pourra même donner des réponses aux problèmes de la sous-région que le continent, que l'Union africaine n'apporte pas. Donc là, c'est au cas par cas. L'Inde, par rapport à les moyens contraignants relativement à la réticence des États relativement à ce projet de co-fusionner. Là encore, dans le droit international, tout dépend du volontariat, du volontarisme. Vous êtes un État souverain et donc la clé pour arriver à ce que ce texte soit contraint pour vous, c'est la ratification. Si vous ne ratifiez pas, vous n'êtes pas dedans. C'est bien connu. Donc, même si vous prenez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et vous voyez parfois des États qui ratifient, parfois ils font du retrait de certaines déclarations. Donc, tout est question de volontarisme et de souveraineté. Tout dépend de la volonté de l'État de justement accepter de faire partie de ces différents textes régionaux, sous-régionaux ou continentaux ou pas. Il n'y a pas de sanctions en fin de compte. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'Union africaine, moi je la considère comme une organisation de coopération. On n'est pas encore une organisation d'intégration. Par conséquent, il est très très difficile de parler de force contraignante, d'obligatoriété. Il n'y a aucune obligatoriété, c'est juste une question de façade pour dire au monde, faire vitrine. Voilà, moi, je vais ratifier tous les textes des droits de l'homme parce que je veux montrer au monde que je suis un bon élève en matière de droits humains pour pouvoir avoir les aides du Fonds monétaire international et des autres institutions de la Bretton Woods. C'est juste une question de Paris, c'est juste une question de contexte et c'est une question aussi de volonté, de souveraineté. En tout cas, la fusion et le projet de fusion, je vous ai dit, 9 ans après, 0 ratification. Cela vous donne une idée qu'il n'y a pas de volonté réelle des États africains
de justement aller vers ce mécanisme de cour fusionnée. Et même la Cour actuelle, si vous allez dans les statistiques, entrez dans le site web de la Cour africaine et regardez le taux, les statistiques du taux d'exécution des arrêts de la Cour. Il est minime. Plus que 90% des arrêts de la Cour africaine ne sont pas exécutés, alors que nous savons que c'est une Cour avec procédure contraignante. Les arrêts de la Cour sont exécutoires et pourtant, ça vous dit une idée. Donc, si je fais un peu la comparaison avec la Cour européenne, on est loin derrière. Donc, ça, c'est par rapport à l'Inde. Par rapport au mécanisme de règlement pacifique des différents de compte, l'Union africaine souveraine sur le sol africain, dès qu'il s'agit disons, de paix, de sécurité, de recours à la force armée, il faut revenir à la légalité internationale universelle qui remporte tout. On est dans un système pyramidal, en tout cas, l'universel l'emporte sur le régional. Si jamais moi, je ratifie des conventions régionales qui sont en contradiction avec les conventions, notamment la Charte des Nations Unies, une convention universelle, parfois, donc, comme vous le dites si bien, il y a des contradictions et l'universel l'emporte sur le régional. Il y en a même qui disent que l'article 4H est un article qui est contradictoire avec la logique de la non-ingérence et le non-recours à la force armée et il est, en fin de compte, critiquable. Mais en tout cas, c'est vous dire que même avec l'article 4H, les garde-fous sont l'autorisation du Conseil de sécurité. Par conséquent, vous pouvez comprendre que la légalité universelle l'emporte sur la légalité continentale. Thomas, pour la conférence des chefs d'État, les questions d'admission de la COADI, le mécanisme de suivi. Je vous ai dit tout à l'heure, une fois les travaux sont faits et terminés par nous, ils ne sont plus la propriété de la COADI. Ils vont aller, il y a tout un circuit, ils vont aller devant ce qu'on appelle le STC, c'est-à-dire le comité spécial, technique spécialisé du COREP. Et donc, c'est les différents ministres de la justice des États membres de l'Union africaine. Ils vont regarder le projet, ils vont l'ajuster. Donc, libre cours à eux, ils peuvent toujours ajuster et faire les modifications nécessaires. Ensuite, ça va aller dans les autres organes délibérants jusqu'au sommet, jusqu'à la conférence. Une fois la conférence donne son aval, après, encore une fois, plusieurs modifications. Je me souviens, j'étais à Addis pour la dernière session de notre organe en décembre et en même temps, le STC voyait la convention, le protocole sur la nationalité et la patridie en Afrique. Voici un texte qui a été élaboré par la commission de Banjul il y a 7 ans. Et ils ont demandé le conseil de la COADI. On a travaillé ensemble en 2015. Aujourd'hui, on est en 2023. Et en 2022, décembre 2022, ils ont passé 7 jours avec des heures interminables. Et donc, les États n'étaient pas du tout d'accord avec les différentes règles dans ce texte, ce protocole sur la patridie. Et donc, ils avaient choisi comme option, vers le dernier jour, de reporter les questions sur la patridie vers une session extraordinaire en 2023. Donc, ce n'est pas évident que le travail que nous faisons de codification passe. Il y a malheureusement aussi le tri qui va être fait au niveau des États, et les États sont souverains. Nous sommes des techniciens du droit, nous sommes des experts juridiques indépendants, élus pour une mission. Une fois nous terminons notre mission, cela ne dépend plus de nous, cela dépend de la volonté politique des États. Donc, ce n'est pas une question de suivi. Le seul suivi qu'ils font pour nous, c'est les audits financiers, c'est-à-dire voir l'argent qui a été alloué à notre organe, qui est minime. D'ailleurs, nous sommes le parent pauvre du droit de tout l'édifice, malheureusement, de l'Union africaine. Nous avons le pire des budgets et nous n'avons pas de secrétariat, on n'a pas de siège, on n'a pas de site internet, vous ne pouvez rien trouver. Toutes les différentes études dont je vous parlais, vous ne les trouverez nulle part parce qu'on n'a pas d'archives, on n'a pas de site, pas de secrétariat. Mais nous luttons justement pour améliorer notre positionnement. Nous sommes quand même un organe très stratégique et très
intéressants pour la codification du droit international. N'oubliez pas qu'il y a le pape, le Parlement panafricain aussi, on est en pleine réforme des organes et pour l'instant, le Parlement ne fait rien. C'est un organe consultatif, mais il ne fait pas de la codification. C'est nous qui faisons de la codification. Encore une fois, chevauchement, double emploi, toutes ces questions devraient être peut-être élucidées grâce à la réforme. Julien, vous me posez une question très, très difficile sur le conflit au Sahara occidental, tout comme le problème du barrage de la Renaissance entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Voici des questions qui divisent l'Afrique, malheureusement, et pour lesquelles l'Union africaine ne trouve pas de réponse. Et on fait ce qu'on appelle un ping-pong entre le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de paix et de sécurité. Et le Conseil de paix et de sécurité, encore une fois, sont 15 États membres de l'Union africaine qui sont eux-mêmes divisés entre eux. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver une solution ou des réponses adéquates, on va mettre justement le dossier entre les mains des Nations Unies, ce qui s'est fait pour ces deux dossiers-là. Donc, c'est le Conseil de sécurité, c'est la CIJ qui ont compétence pour trancher dans ces questionnements-là. Et le Conseil de paix et de sécurité, malheureusement, il est complètement, en dépit, en tout cas, des efforts qu'ils sont en train de faire, il est complètement bloqué et il n'y a pas de réponse, malheureusement, de l'Union africaine par rapport au conflit du Sahara occidental. Par rapport à COINI, peut-on s'attendre l'initiative, alors là, qu'est-ce qu'une dépendance aux partenaires? Très belle question de la dépendance aux partenaires. Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait des dépendances au niveau de la décision? Et là, encore une fois, toute la réforme de Paul Kagame depuis 2017, elle s'est faite parce que le constat est le suivant. On dépend, écoutez-moi bien, à 75% du financement de l'Union africaine, ça vient des partenaires, 75% de l'argent. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui détient l'argent détient le pouvoir de décision. Et vous avez pratiquement, vous êtes allé droit au but. Malheureusement, la dépendance financière de l'Union africaine fait qu'il y a une dépendance politique aussi. Qui sont les partenaires? La liste est trop longue. En tout cas, il y a les États les plus riches, les plus puissants, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, les partenaires du Golfe, les pays du Golfe, etc. Donc, malheureusement, celui qui vous donne de l'argent, il émet aussi un certain nombre de règles. Et pour arriver justement à limiter ces dépendances, il faudra certainement asseoir nos finances de façon autonome. Et c'est toute la logique justement de la réforme financière de l'Union africaine structurelle institutionnelle. C'est entre autres la taxe Kaberuka pour pouvoir trouver des financements ou de l'autofinancement à moyen et à long terme de l'Union africaine. Et c'est une très, très belle question, en tout cas, et à laquelle il faudra faire très, très, très attention. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Chine. Aujourd'hui, la Chine entre en masse dans tout le continent africain. Et c'est un acteur extrêmement dangereux, surtout en matière de commerce, des échanges commerciaux, de l'économie et même des ressources naturelles au niveau de la faune et de la flore. Que fait, vous m'avez dit tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, que fait le Conseil de paix et de sécurité? Que fait l'Union africaine? Malheureusement, encore une fois, l'Union africaine, c'est l'ensemble des États. L'Union africaine, elle n'a pas une autonomie de décision. L'Union africaine, ce sont des États africains. Et si ces États africains ne sont pas solidaires entre eux, et si chacun, on va diviser l'Afrique parce qu'il y a justement des intérêts géostratégiques, politiques, des intérêts de ressources naturelles sous-jacents sur le sol africain et sous le sol africain, malheureusement, ça divise et ça vous donne toute cette mosaïque de problèmes concomitants, adjacents que vous connaissez tous. Et donc là, il faudra faire très, très attention à cela et faire cesser les dépendances et les ingérences extérieures. Et tout à l'heure, j'ai dit, nous assumons aussi notre responsabilité. Il n'y a pas que les ingérences. Les Africains ont aussi une part de responsabilité par rapport à tous ces problèmes, pas seulement que de la paix et de la sécurité, mais si on parle économie, ressources naturelles, vous savez mieux que moi que le continent africain est le plus riche, n'est-ce pas? Nous avons vraiment des ressources naturelles qui peuvent nous donner un autofinancement dans tous les domaines sans exception, mais malheureusement, nous ne maîtrisons pas nos ressources et nous nous laissons faire et ça fait partie aussi un peu du jeu, n'est-ce pas, de ces interférences, de ces ingérences. Et c'est le non-dit. Donc, on ne va pas vous dire au niveau de l'Union africaine, on ne peut pas faire telle ou telle décision parce que
le président de tel et tel État m'avait menacé. On ne va pas vous le dire, mais ça se fait en tout cas. Par rapport maintenant à la section pénale, la question sur la section pénale, encore une fois, moi je pense que je n'ai pas bien entendu, mais j'ai compris que est-ce que c'est faisable? En fin de compte, je ne pense pas que c'est faisable. La section pénale avec 15 chefs d'inculpation, c'est trop, c'est beaucoup. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 2 mois, le bureau du conseiller juridique à Zanzibar, ils ont fait tout un workshop sur ça, sur ces questions-là, et on était divisés. Et les hommes politiques, ceux qui représentent les États, et les ONG, la société civile, et les juristes, et les juges de la Cour africaine. Il n'y avait pas en fait de tendance harmonieuse. Chacun a un point de vue et l'argumente différemment. Donc, voyons voir que sera le futur, mais aussi penchons-nous sur les textes, lisons les textes avec plus de profondeur et voyons ce qui est faisable. Tout à l'heure, on a parlé de volonté politique réelle pour asseoir une véritable justice africaine. On verra comment les choses vont évoluer. Sabrine, par rapport donc par rapport à la démocratie, charte de la démocratie, que fait le Conseil de paix et de sécurité par rapport à tout cela, les condamnations et autres? Bien, je vous ai dit tout à l'heure, si vous allez voir encore une fois la PowerPoint, vous allez trouver une panoplie de sanctions. Et donc, les sanctions vont aller en crescendo. On va commencer par des sanctions d'ordre diplomatique, économique, jusqu'à carrément suspendre l'État en question. Je prends l'exemple de le Burkina Faso. Lorsqu'il est suspendu, cela veut dire qu'ils n'ont plus le droit de vote, ils n'ont plus le droit de nous donner des futurs membres, des candidatures pour des organes ou pour des candidatures à l'international. Cela veut dire que vous n'arrivez plus à participer aux différents sommets de l'Union africaine, etc., jusqu'à arriver à ce que l'ordre puisse être rétabli. Et en tout cas, encore une fois, double poids, double mesure. Parfois, vous avez les mêmes ingrédients dans 2 pays de l'Afrique avec exactement les mêmes symptômes. Et donc, on condamne un et on oublie l'autre, ou on fait en sorte de ne rien dire pour l'autre. Et d'ailleurs, dans le mot condamner, on ne peut pas faire plus que condamner, en fait. On ne peut pas le bombarder parce qu'il avait fait un coup d'État. Je vous ai dit tout à l'heure que cela ne se fait que grâce à l'autorisation du Conseil de sécurité. Et là encore, la maille est maillée. On a toujours le verrouillage possible du droit de veto. Cela dépend des intérêts géostratégiques des uns et des autres. En tout cas, on a l'impression que théoriquement parlant, on a tout mis dans les textes, mais au niveau de la pratique, c'est encore case by case, c'est au cas par cas, et cela dépend vraiment des enjeux politiques des uns et des autres. La professeure universitaire que je suis ne peut nullement vous répondre sur cela. Donc, cela dépend des politiques. Malheureusement, cela ne dépend pas des textes juridiques et de la pertinence de l'application des textes. Est-ce que cela est une spécificité africaine? Non. Regardez ce qui se passe dans le monde. La Russie fait une guerre contre l'Ukraine tout en balayant en brèche tous les principes sacro-saints du droit international humanitaire, des droits de l'homme, des crimes à ciel ouvert que vous regardez chaque jour. Que fait la légalité internationale? Que fait la Charte des Nations Unies? Que fait le Conseil de sécurité lui-même qui est bloqué par le veto russe, etc., etc. Donc, en fin de compte, malheureusement, il y a 2 mondes qui sont en parallèle et qui n'arrivent pas à se mélanger, l'ordre juridique international et l'ordre politique international. Et ça répond aussi un peu à la question sur les textes, là, sur le texto, dans le sens si cela va à l'encontre des décisions du Conseil de sécurité. Encore une fois, l'Union africaine devrait se rallier aux positions du Conseil de sécurité. On ne peut pas aller au-delà. Il n'y a pas de contradiction dans les règles, en fait. Et il y a ce qu'on appelle, au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les pays africains, ou bien le lobby africain. En fin de compte, ils devraient aussi être très solidaires entre eux. Nous sommes 55 États, mesdames et messieurs. Cela fait le 1/3 des États du monde, à peu près le 1/3, et donc c'est une force en soi. Si les États africains n'ont pas une position commune vis-à-vis d'un certain nombre de portefeuilles ou de dossiers, comment voulez-vous que l'on puisse avancer, que l'on aille des positions communes sur nos propres dossiers? Regardez un peu l'état des lieux par rapport aux abstentions, par rapport aux avis pour et contre dans les différentes décisions du Conseil de sécurité et Assemblée générale. Vous pouvez comprendre que l'Afrique est divisée.
et on fait tout pour la diviser. Parce que, et c'est ça donc avec le mot avec lequel je vais finir, parce que les forces extérieures et disons les puissances étrangères divisent l'Afrique pour mieux la maîtriser. C'est tout simple. Vous le savez mieux que moi. Pour pouvoir contrer cet état des lieux, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir de ce carcan, de cet embryon dans lequel on met l'Union africaine, le continent africain et les populations africaines, il faut, et là vraiment c'est ça la conclusion, une véritable culture démocratique, il faut un leadership africain fort, et c'est comme ça que nous sommes en train de préparer les générations futures. Vous-même, les chercheurs, les étudiants, les doctorants, vous êtes en train d'être préparés pour une future pour une meilleure Afrique future, et ce n'est pas impossible. En fin de compte, il faut juste croire en soi, il faut juste savoir qu'on peut toujours résoudre nos problèmes africains avec des solutions africaines. Il faut donner la chance à la jeunesse africaine, aux femmes africaines, à la société civile. Donc, moi, je voyage souvent dans les pays africains et je suis extrêmement surprise et agréablement surprise par la pertinence des ressources humaines dont nous disposons. Nous avons vraiment une crème, une élite de juristes, de chercheurs, de politiciens, de personnes qui font des études dans tout ce que vous pouvez penser, dans tous les domaines. Sauf qu'il y a encore cette inadéquation entre la crème, en fait, si vous voulez, l'intelligentsia africaine qui n'arrive pas à trouver ses repères et donc elle va aller vers la fuite des cerveaux, ou bien l'immigration clandestine parce que les gens sont marginalisés, et vous allez voir ce dysfonctionnement et disons, ce décloisonnement entre ceux qui nous gouvernent, une minorité qui gouverne, qui sont presque sourds et n'arrivent pas à voir et donner la chance aux Africains pour pouvoir aller de l'avant. Et par rapport à la masse, malheureusement, il y a beaucoup de dysfonctionnements, vous le savez mieux que moi. Faisons en sorte qu'il y ait de l'espoir, mot de la fin. Faisons en sorte d'aller de l'avant. Nous connaissons nos problèmes, nous les maîtrisons mieux que quiconque. Soyons assez courageux et allons de l'avant et portons cette Afrique dans nos cœurs et dans nos têtes. Ça, c'est un peu le vœu d'une enseignante, d'une pauvre professeure universitaire, chercheur, qui n'a pas de pouvoir politique, mais en tout cas, je sais que vous en avez une fois que vous serez des futurs décideurs, des ministres, des futurs chefs d'État, des dirigeants politiques, vous aurez la chance et le pouvoir d'aller vers l'avant et de faire de cette Afrique, comme le veut l'agenda 2063, une Afrique unie, prospère, intégrée, surtout en paix et en sécurité. Je suis désolée si je n'ai pas couvert toutes les questions, mais j'ai fait comme j'ai pu. On a largement débordé, donc je vous donne la parole pour le mot de la fin, Aristide, et merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Ayer Geldish. Je voudrais reprendre la parole ici à partir de vos propos de fin lorsque vous dites « faisons en sorte qu'il y ait de l'espoir ». Je voudrais ici dire, voilà, tout l'esprit qui guide l'initiative pour la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent en Afrique, pour justement créer cet espoir-là, ressusciter cet espoir-là, et justement faire nourrir cet espoir là où il s'y trouve pour une Afrique prospère, une Afrique où justement nous vivons une conscience stratégique des États membres de l'Union africaine afin de renforcer l'autonomie et l'efficacité de l'Union sur des questions, notamment la recherche des solutions novatrices, intégrées et durables de paix et de sécurité pour les peuples africains. Je voudrais vous remercier pour votre temps, sachant votre agenda très chargé, justement votre programme qui était empiété cet après-midi. Je voudrais remercier ici tous les participants et leur adresser les excuses du think tank, l'organisation IPREVA, pour le décalage horaire qu'il y a eu ce matin, parce que le mail qui a été envoyé pour leur participation
il y a eu une petite erreur là sur l'heure qui était plutôt 5 heures, 6h30. Donc, c'est ce matin que nous avons constaté effectivement, il s'agissait de 4h à 5h30. Donc, ce qui pourrait justifier le fait que beaucoup n'ont pas pu se connecter parce que nous avons eu 105 inscrits et d'autres qui attendaient juste le lien pour suivre cette conférence. Mais comme le tout a été enregistré, nous allons prendre la charge, notamment de présenter notamment le document de l'exposé, à partager cela avec tous les participants, même ceux qui n'étaient pas là, et partager, diffuser cette présentation, ces informations objectives, importantes et capitales pour améliorer notamment les solutions de paix et de sécurité en Afrique. Je voudrais, avant de terminer et fermer cette session, donner la parole ici à l'un des membres de l'IPREVA, notamment Julien, s'il est là à côté, pour dire un petit mot en 30 secondes. Oui, merci Aristide. Merci encore, professeur Galdiche. Voilà, je voulais juste aussi vous remercier au nom des collègues européens et vous dire que je vais porter aussi la bonne parole du côté de l'Union européenne. J'avais informé de cette conférence de nombreux consuls généraux qui sont ici en poste en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie. Et j'espère que voilà, on va pouvoir diffuser cette conférence aussi à leur endroit et auprès des différents responsables des diasporas dans les ministères des Affaires étrangères et de la coopération africaine, évidemment le Maroc, comme vous le savez, avec lequel je travaille beaucoup. Merci encore à tous. Merci Julien. Mesdames, Messieurs, nous sommes parvenus à la fin de notre rendez-vous cet après-midi, le tout premier de l'an, et nous allons continuer à travailler ensemble pour qu'il y ait l'espoir dans l'Afrique, au cœur de l'Afrique, pour les Africains. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Juste, je vous recommande d'aller au cœur de cette thèse. Donc, j'ai mis excellente Merci, thèse de Guy Fleury-Netoile, qui est l'actuel conseiller juridique de l'Union africaine. Donc, la thèse, elle porte sur l'Union africaine, promotion de paix et de sécurité et de la stabilité en Afrique. C'est vraiment notre sujet d'aujourd'hui. Et la thèse est publiée chez l'éditeur Liechtenstein, Heibing Liechtenstein, collection droit international public. C'est une excellente thèse qui cadre bien avec tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Vous pouvez la trouver, la commander en ligne. Et Guy Fleury-Netoile, il est l'actuel conseiller juridique de l'Union africaine. Il a fait sa thèse en France. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Restons connectés. Merci. Nous espérons que l'auteur de la thèse, il sera peut-être l'un des invités de notre plateforme de discussion pour en discuter davantage et motiver aussi la lecture de ce merveilleux document. Merci. Vive l'Afrique. Au revoir. Bonne soirée. Merci.